Histoire pour les oreilles. Balthazar le renard vient de terminer son petit déjeuner. Il a dévoré 3 lapins et 4 souris. Et son ventre est gonflé, qu'il en perd l'équilibre. Mais il a une soif terrible maintenant. Sa langue est toute sèche, il lui faut trouver de l'eau immédiatement. Il cherche. Et finalement, il arrive dans le parc d'un château. Et au milieu, un puits. Je suis sauvé! Enfin de l'eau! Chut, doucement. Si les gardes du château m'entendent, je vais me retrouver roué de coups de bâton. Il s'approche doucement du puits. Sur le bord, un seau. Balthazar se jette dessus. Mais le seau est vide. Il est vide, mais il est accroché à une corde qui passe autour d'une poulie et qui plonge dans le puits. Et au bout, un autre seau, plein d'eau celui-là, sans hésiter, et surtout sans réfléchir. Balthazar saute dans le seau. Le seau tombe dans le puits, bing bang, bing bang. Balthazar se cogne la tête contre les parois du puits et se retrouve complètement abruti, les 4 fers en l'air, tout éclaboussé dans le seau au fond du trou. Lui qui avait si soif, le voilà comblé de joie. Sans réfléchir, il se met à boire, tellement que son ventre gonfle, et qu'il s'endort rassasié. Là-haut, dans le parc du château, un buisson se met à trembler. 2 oreilles dépassent du feuillage, puis 2 yeux au regard perçant, puis une gueule avec de grandes dents. C'est Loulou, un loup blanc qui vit dans la forêt voisine. Il est maigre, très maigre, ça fait des jours et des jours qu'il n'a rien mangé. Il a tellement faim qu'il rêve de poules, de moutons et de chèvres. Il marche très lentement et arrive devant le puits. Épuisé, il se couche sur la margelle. Balthazar, qui vient de se réveiller, voit la tête de Loulou qui dépasse. Il le reconnaît tout de suite. Chouette, mon copain Loulou, il va me sortir de là. Je lui prépare un mauvais tour. N'oublions pas que je suis l'animal le plus rusé de la forêt. Loulou, réveille-toi, c'est moi, Balthazar. Comment vas-tu, cher ami? Oh là là, j'ai faim, si tu savais. Viens me retrouver, il y a plein de poules par ici. J'en ai mangé 2 bien dodues, je me suis régalé. Il en reste. Prends le seau qui est à côté de toi et descends me retrouver. Il y en a largement assez pour 2. Et Balthazar imite les poules pour tromper le loup. En entendant ça, Loulou se lèche les babines et, sans hésiter, grimpe dans le seau et descend retrouver Balthazar. C'est juste ce qu'il fallait pour que le renard puisse remonter à la surface. Et en chemin, il croise Loulou et il éclate de rire. Je t'ai bien eu. Tu vois bien que je suis l'animal le plus rusé de la forêt. Loulou comprend bien vite qu'il s'est fait berner. Il n'a plus qu'à attendre que quelqu'un le sorte de là. Et le lendemain matin, les gardes du château se retrouvent au puits pour tirer de l'eau. Et surprise, le loup est dans le seau. Loulou essaye de s'enfuir, mais il est tellement faible qu'il prend quelques bons coups de bâton avant de pouvoir partir. Ça fait mal. Et dans sa fuite, il grommelle tout bas. Satané Balthazar, je l'aurai un jour, je l'aurai. Histoire pour les oreilles. Ça y est, c'est les vacances, c'est la sortie de l'école, c'est le dernier jour de l'année. Margot est très contente et elle rentre à la maison avec sa maman.
Et en traversant le parc, Margot trouve qu'il y a beaucoup de bruit. Les garçons qui jouaient au ballon n'arrêtent pas de crier. Le camion des pompiers fait beaucoup de bruit en passant dans la rue. Le chantier lui casse les oreilles. C'est vraiment trop fatigant. En mangeant son goûter, elle repense au bruit qu'elle a entendu dans le parc. Et tout d'un coup, elle a une idée. Je vais essayer moi aussi de faire des bruits à la maison. Elle remplit 2 verres, l'un avec beaucoup d'eau et l'autre avec un petit peu d'eau. Elle saisit une cuillère et tape sur les verres. Plus elle tape fort, plus le bruit est fort. En entendant ça, Lucas arrive en courant. Margot, tu es folle, tu vas tout casser. Mais non, je fais très attention, regarde. Margot prend un autre verre et le remplit d'eau jusqu'à la moitié. Elle tape sur les verres, ils émettent des sons différents. Le verre moins rempli fait un son aigu, le verre rempli à moitié émet un son plus grave, et le verre le plus rempli émet un son très grave. Et lorsque Margot tape sur la partie basse du verre, ça fait un son encore plus grave. Et tout ça, ça fait presque comme un morceau de musique. Alors Lucas prend les bouteilles dans le placard et tape en rythme. C'est chouette, ça fait vraiment de la musique maintenant. Le son se propage dans toute la pièce. Margot prend une assiette et tape dessus, ce qui produit un son différent. Mais l'assiette tombe sur le sol en faisant un bruit de cymbale assourdissant. Oh, zut, maman va me gronder. Vite, Lucas, va chercher le balai. Il faut ramasser tous les morceaux avant qu'elle arrive. Une fois le balai passé, Margot prend une cuillère en bois et tape sur la table. Ça fait un bruit très fort. Et Lucas prend 2 petites cuillères et ça fait un tout petit bruit. En sortant dans le jardin, elle entend son voisin qui joue d'un instrument. Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est une guitare. Et le voisin du dessus joue un autre instrument. Clic, clon. C'est quoi, à ton avis ? C'est un banjo. Alors, elle rentre vite dans sa maison et demande à sa maman de jouer aussi. Mais elle, ce n'est pas de la guitare qu'elle joue. Sais-tu ce que c'est ? C'est un accordéon. Et tout d'un coup, elle entend son papa dans la pièce à côté. Dong, 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 dong. Un instrument très grave. C'est une contrebasse. Et puis, tout d'un coup, tout le monde joue ensemble. C'est chouette, ça fait une belle musique et ça donne envie de faire la fête. Et Margot et Lucas se mettent à danser. Histoire pour les oreilles. Ce soir, c'est Halloween. Margot et Lucas se préparent pour la chasse aux bonbons. Margot met son costume de sorcière avec un grand chapeau pointu et Lucas enfile son manteau de diable, met son masque et pousse un grand cri dans la chambre qui fait sursauter sa sœur. Oh, t'es pas gentil, Lulu. Tu m'as fait trop peur. Lucas lui fait un gros bisou et les voilà prêts pour partir sonner aux portes et demander des bonbons. Cette année encore, la récolte allait être bonne.
Lorsque la nuit fut tombée, les deux petits-enfants sortirent tout doucement de la maison et partirent dans la rue du lotissement voisin. Il faisait noir. La lune n'était pas encore levée. Le vent faisait frissonner les feuilles des arbres. Margot et Lucas ne voulaient pas montrer qu'ils avaient un peu peur, mais ils se serraient très fort l'un contre l'autre. Voilà la première porte. Bonjour, nous sommes les monstres d'Halloween. Il faut nous donner des bonbons, sinon nous allons vous jeter un mauvais sort. Oh, vous me faites trop peur. Oui, je vais vous donner des bonbons. Tenez, 1, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5. Oh, j'ai peur. Surtout, ne me faites pas mal. Margot mit les bonbons dans son panier et ils continuèrent leur route en rigolant tout bas, sans oublier de dire merci. Tu as vu Lucas? Comment on lui a fait peur? La deuxième porte s'ouvrit et Margot gagna 5 bonbons et 2 barres de chocolat. À la troisième, un rouleau de réglisse. La quatrième ne s'ouvrit pas, mais à la cinquième, une surprise les attendait. Bonjour, nous sommes les monstres d'Halloween. Il faut nous donner des bonbons, sinon nous allons vous jeter un sort. Bonjour les enfants, que vous me faites peur. Oui, j'ai des bonbons, mais entrez un instant, le temps que je les trouve. Il fait si froid dehors. Il ne faut pas rentrer, Lucas. Maman ne veut pas. Mais si, Margot, que tu es bête. N'aie pas peur. Cette dame est très gentille. La porte de la maison se referma. Le frère et la sœur se tenaient debout dans l'entrée et entendaient la dame s'activer dans la cuisine, ouvrant des tiroirs, refermant des placards. Et lorsqu'elle revint dans l'entrée, les deux enfants poussèrent un cri qui déchira le silence de la nuit. En face d'eux, à la place de la dame qui avait ouvert la porte, se tenait une affreuse sorcière avec un nez crochu et des dents pourries. Margot et Lucas crurent d'abord que c'était une farce et que la dame avait mis un déguisement. Mais quand elle tapa 3 fois avec sa baguette magique sur la casserole qui se transforma en chaudron bouillonnant, ils comprirent qu'ils avaient affaire à une vraie sorcière. Que vous me semblez appétissant. Vous voyez, j'ai préparé une soupe avec des serpents et des crapauds. Il me manque juste 2 petits enfants bien dodus pour que la soupe soit vraiment délicieuse. Allez, oust, dans le chaudron, tous les deux. Non, laissez-nous par pitié. Nous avons plein de bonbons. Nous vous les donnons. Laissez-nous partir. La sorcière se radoucit. Des bonbons. J'adore les bonbons à l'orange. J'adore les bonbons au caramel, au citron. J'aime aussi beaucoup la réglisse, mais ça me rend très malade. Margot donna un bonbon à l'orange et la sorcière se régala. Elle donna quelques tours de cuillère dans le chaudron pour remuer la soupe et mangea un autre bonbon au citron et ses yeux laissaient transparaître son bonheur de manger d'aussi bonnes choses. Margot se demandait bien comment faire pour se tirer de ce piège. Elle était fâchée contre Lucas qui avait accepté l'invitation. Il fallait trouver une solution, et vite. La sorcière se régalait, mangeait gloutonnement sans s'arrêter, sans même en profiter, arrachant les bonbons les uns après les autres des mains de Lucas. Margot réfléchissait, et son regard fut attiré par un rouleau de réglisse au fond du panier. Mais bien sûr, la voilà la solution. Elle profita de ce que la sorcière remua encore une fois la soupe en lui tournant le dos pour envelopper le rouleau de réglisse dans un papier de bonbons au caramel et le donna vite à Lucas qui tendit la main vers la sorcière. Et sloup, elle avala le bonbon sans même regarder. Margot épiait la sorcière. Rien ne changeait. Elle remuait toujours autant sa soupe et n'avait pas l'air vraiment malade.
Ça ne marchait pas. Ils allaient être obligés de plonger dans le chaudron et de cuire avec les serpents et les crapauds. Margot réfléchissait encore, la tête dans ses bras, quand un cri effroyable l'obligea à lever le regard. La sorcière avait changé de couleur. Son visage était tout bleu, de la fumée sortait par les oreilles et de son nez coulait un jus tout noir. Puis elle gonfla, et elle explosa dans un bruit assourdissant. Lorsque la fumée se dissipa, tout avait disparu. Adieu, sorcière, chaudron, serpent et crapaud. Margot et Lucas étaient assis sur le trottoir, l'un contre l'autre. Margot pleurait un peu et son frère essayait de la consoler. Nous sommes sauvés. Nous allons rentrer à la maison. Oh oui, mais promets-moi qu'on ne recommencera jamais cette bêtise. Margot avait compris ce que sa maman n'arrêtait pas de lui dire, qu'il ne fallait jamais suivre un inconnu. Cette histoire de sorcière lui avait vraiment servi de leçon. Et la prochaine fois, il demanderait aux parents de les accompagner. C'est promis. Histoire pour les oreilles. Margot, regarde ce que j'ai trouvé. Lucas est arrivé à toute vitesse dans le salon, une lampe de poche à la main. Où est-ce que tu as trouvé cette lampe, Lucas? C'est papa qui me l'a donnée. Il a remis de nouvelles piles. Regarde comme elle éclaire bien. Oh Lucas, arrête, tu es en train de m'éblouir, tu me fais mal aux yeux. Ça ne sert à rien de l'allumer ici d'ailleurs. Trouve un endroit plus sombre. Ah oui, bonne idée. Viens, on va dans la cave. Non Lucas, papa ne veut pas qu'on touche à ses outils. On va au grenier, il fait très noir dans le grenier. La porte grince un peu. Le frère et la sœur ne sont pas très rassurés et sans un mot, passent lentement la tête à l'intérieur du grenier. Il n'y a pas un bruit. Il fait trop sombre, Lucas. Tu crois que c'est prudent? Margot, tu n'es qu'une peureuse. Vas-y, passe devant, je t'éclaire avec ma lampe. Margot poussa un petit cri. Ah, il y a quelque chose qui me touche, Lucas. J'ai peur. C'est une toile d'araignée, Margot. Ce n'est pas méchant. Oh, j'aime pas les araignées, répondit Margot en boudant. On entendait un peu le vent souffler sur le toit de la maison. Et il y avait plein de caisses et plein de vieux objets, en désordre. Et la lampe éclairait des piles de vieux journaux et des caisses en bois toutes tordues. On ne voit vraiment pas grand-chose ici, dit Lucas en regardant de tous les côtés. Regarde devant toi, Lucas. Tu éclaires le plafond. Je vois rien, puis je risque de tomber. Oh, Margot, regarde. C'est mon doudou. Tu te souviens? Je l'avais perdu il y a bien longtemps. Bien sûr, Lucas. Moi, je me rappelle très bien. Oh, mon chapeau de sorcière. Je viens de retrouver mon vieux chapeau de sorcière. Oh, que je suis contente. Mais il est tout poussiéreux. Ce grenier est une véritable caverne d'Ali Baba. On va sûrement retrouver d'autres vieux jouets. Oh, Lucas, regarde. Un coffre. Il y a peut-être un trésor dedans. Lucas ne répondit rien, trop content d'avoir retrouvé son doudou chéri. C'est sûrement un ancien coffre, dit Lucas. Penses-tu qu'il est plus vieux que nous? Oh, sûrement, répondit Margot très impatiente. Alors, on l'ouvre? Tout doucement, Lucas soulève le couvercle du coffre. C'est dur,
Les charnières sont rouillées et ça grince. Regarde, Margot. Le coffre est plein d'anciennes photos. Il y en a des grandes, des petites, des photos en noir et blanc, des photos en couleur. Oh, regarde, c'est nous sur la plage quand on était petits. C'est drôlement chouette. Il y avait des vagues et on faisait du surf avec des bouées. Regarde, Margot, il y en a encore plein le coffre. Margot et Lucas finissent par s'asseoir sur le sol, contre le coffre. Ils regardent les photos et ne voient plus le temps passer. Tu te souviens de nos vacances à la montagne, Margot? Bien sûr que oui. Une année, tu m'avais fait très mal avec une boule de neige. Oh, et ça, c'est quand on faisait de la luge. Et ces vacances à la mer, qu'est-ce que c'était bien. Tu te souviens, Lucas? Tu m'avais enterré dans le sable jusqu'au cou. Soudain, Margot entendit un petit bruit dans l'obscurité. Au secours, Lucas. Il y a quelque chose qui remue là-bas. Deux yeux qui brillent et qui bougent. Et ça se rapproche. Lucas est incapable de dire le moindre mot. Il reste immobile comme une statue. Il aimerait bien se cacher derrière sa sœur. Et tout à coup, un cri déchire le silence. Ce n'était pas un monstre, Margot. C'était Minoucha. Et Margot éclate de rire. Il nous a bien eus. Il m'a fait une de ses peurs. Allez, Minoucha, viens, on va regarder les photos ensemble. Et ils regardèrent les photos tellement longtemps qu'ils oublièrent d'aller prendre leur goûter. Histoire pour les oreilles. C'est les vacances et il fait très chaud. Margot et Lucas jouent dans le jardin, entre la piscine et le trampoline. Tout à coup, Margot se met à courir en criant à Lucas. « Tu peux pas m'attraper, tu peux pas m'attraper, tu vas voir, je suis le loup et je vais te manger. » Et Lucas se lance à la poursuite de Margot. Il faudra courir plus vite, monsieur le loup. Ouh, ouh, ouh. Attends voir si je t'attrape. Et il court de plus belle dans toutes les pièces de la maison et sur la terrasse. Lucas n'arrive pas à rattraper Margot. Alors il a une idée. Il va changer les règles du jeu. Margot, on change les règles. Pour gagner, je ne dois plus te toucher avec les mains, mais avec une pantoufle. Non, c'est trop facile. Tu dis ça parce que je cours plus vite que toi, petit triceur. On continue comme avant. Lucas, qui ne l'a pas écouté, attrape une pantoufle de maman et la lance vers Margot. Patatras! Catastrophe! Lucas n'a pas beaucoup réfléchi, il a mal visé. La pantoufle arrive sur le vase de fleurs, sur la table du salon, et paf! Le vase tombe sur la table, roule par terre et se casse en 1000 morceaux. Les roses qui étaient dans le vase sont toutes éparpillées et surtout, il y a de l'eau partout sur le tapis. Lucas, tu as cassé le vase préféré de maman. On va drôlement se faire gronder. J'ai une idée. J'ai un tube de colle dans ma trousse. On va recoller le vase avant que maman voie ça. Va chercher une éponge pour enlever l'eau. Moi, je m'occupe du vase. Non, Margot, on n'a pas le temps. Ramassons tous les morceaux et elle n'en saura rien. Trop tard. Maman, qui était dans la cuisine, a tout entendu. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande maman en entrant dans le salon. Margot et Lucas sont tout rouges et ne disent rien. « Qu'avez-vous fait ? Qu'est-ce que c'est que tous ces débris sur le tapis ? Qui est-ce qui a cassé mon joli vase ?» C'est lui. Il a lancé une pantoufle dessus. Même pas vrai. C'est elle qui m'a demandé de la toucher. Oui, mais pas avec une pantoufle. Mais elle m'a obligé à le faire. Elle courait trop vite. Ça suffit, dit maman. Qui de vous deux a cassé le vase ? Lucas s'approche finalement, tout penaud. C'est moi, maman. J'ai voulu lancer la pantoufle pour toucher Margot,
et j'ai cassé le vase. Mais je l'ai pas fait exprès, tu sais. Je suis vraiment désolée. Margot s'approche, elle aussi. C'est aussi ma faute, maman. On jouait tous les deux et puis je l'ai provoqué. Vous savez que je suis triste et en colère. C'est un vase que j'aime beaucoup. Et il ne serait pas cassé si vous aviez joué calmement. Mais vous avez dit la vérité. Je suis fière de vous. Si personne ne peut réparer le vase, vous pouvez toujours réparer votre erreur. C'est promis, maman. Nous ferons plus attention quand nous jouerons. Nous allons réparer notre bêtise. Margot, va chercher le balai et la balayette. Je m'occupe de faire sécher le tapis et la pantoufle. N'empêche que j'en connais deux qui, pendant qu'ils faisaient le ménage, se retenaient de rigoler. Histoire pour les oreilles. Elle s'appelait Marie-Olga, mais on disait Marlaguette pour faire plus court, et aussi plus gentil. Un jour qu'elle était allée cueillir des champignons dans les bois, une grosse bête sauta sur elle et l'emporta pour la manger. Une grosse bête grise, avec des oreilles pointues, une gueule rouge. Bref, un loup. Elle se débattait, Marlaguette, dans la gueule du loup, et le loup qui courait toujours en était tout gêné. Si bien qu'en arrivant à sa caverne, il se cogna le front à la roche qui en faisait le toit. « Ouh là là, ouh là 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 !» cria-t-il en tombant de côté. Marlaguette tomba aussi, mais elle se releva très vite. « Bien fait !» cria-t-elle en faisant la nique au loup. « Nananananer, c'est bien fait pour toi, Mais le loup ne bougeait plus. Il avait l'air bien malade, avec une grosse bosse au front, une écorchure et un petit peu de sang qui en coulait. Maintenant, Marlaguette le regardait et sa colère tombait. Pauvre petit loup, il est bien blessé. Alors, elle tira son mouchoir, alla le tremper dans la source qui chantait tout près et fit un beau pansement sur la tête du loup. Puis elle ramassa des feuilles et des mousses, et sur ce petit matelas doux, elle roula le grand corps. Même, elle planta une large feuille de fougère tout auprès pour lui servir de parasol. Tandis qu'elle faisait cela, le loup revint à lui. Il entr'ouvrit un œil, puis le referma. Il se garda bien de bouger, d'abord parce qu'il avait grand mal à la tête, et puis parce que c'était tout nouveau pour lui d'être dorloté, et ma foi, c'était pas désagréable. Marlaguette s'en alla sur la pointe des pieds et courut chez elle. Elle n'habitait pas loin de là, dans une petite cabane à la lisière des bois. Elle fit un grand pot de tisane et revint le porter au loup, avec une petite tasse pour le faire boire. Ce ne fut pas commode, les grandes dents du loup cognaient contre la tasse et sa grande langue laissait échapper la moitié du liquide. Pour tout dire aussi, il n'aimait pas la tisane. Lui qui se régalait de viande crue, avec du bon jus saignant qui ruisselle le long des babines, cette camomille l'écœurait. Oh, que c'est fade! Mais Marlaguette disait: Allons, bois, vilain loup. d'une voix si douce qu'il n'y avait qu'à obéir. Et elle le soigna comme ça pendant 8 jours. Puis elle l'emmena faire une petite promenade en marchant tout doucement pour ne pas le fatiguer. « Cra, cra, cra !» cria le geai en sautillant devant eux. « Il te croquera, Marlaguette, il te croquera !» « Oh, tu crois ça ?» dit le loup. Attrape! Il se lança en avant pour croquer le geai, mais il était tout faible encore et manqua son coup. Le deuxième jour, comme il se promenait, bien sage à côté de la petite fille, le geai revint. « Cra, cra, Marlaguette, il te croquera !» Menteur! cria le loup. Et pour le punir, il se lança en avant et cette fois, il croqua le geai. Ça rendit Marlaguette furieuse. Elle donna au loup une sérieuse fessée et ne lui parla plus de toute la promenade.
Et quand ce fut l'heure de rentrer chez elle, elle ne lui serra pas la patte. « Je ne referai plus !» dit le loup en reniflant le cœur gros. Il avait l'air si repentant qu'elle lui pardonna. De fait, à partir de ce jour, il ne mangea plus une seule bête vivante. Dans la forêt, cela se sut très vite. Les oiseaux ne s'envolèrent plus quand ils passaient sur les chemins et les petites souris vinrent caracoler jusque sous son nez. Il en avait l'eau à la bouche, mais il trottait sagement à côté de Marlaguette, les yeux fixés sur son doux petit visage pour échapper à la tentation. Mais alors, qu'est-ce qu'il mangeait ? Des framboises, des myrtilles, des champignons, des herbes, du pain que lui portait Marlaguette. Hélas, à ce régime, il s'anémia. Un loup n'est pas végétarien. Il faut qu'il mange de la viande. Son estomac est fait pour ça. Ce fut un vieux bûcheron qui le dit à Marlaguette. « Il est en train de mourir, ton ami le loup. » Marlaguette pleura beaucoup. Et puis, elle réfléchit toute une nuit, et au matin, elle dit au loup. « Je te délie de ta promesse. Va vivre au fond des bois, comme vivent les loups. » Alors, la grande bête grise s'enfuit sur ses pattes maigres. Et elle croqua un merle, et un petit lapin, et 3 musaraignes, qui prenaient le frais au bord de leur trou. En peu de temps, le loup redevint fort et beau. Mais il ne tuait maintenant que lorsqu'il avait faim. Et jamais plus il ne mangea de petits enfants. Parfois, de loin, entre les branches, il voyait passer la robe claire de Marlaguette, et cela lui faisait à la fois plaisir et tristesse. Et Marlaguette regardait souvent vers le fond des bois, avec son doux sourire, songeant à cette grande bête de loup qui, pour l'amour d'elle, avait accepté pendant des jours de mourir de faim. Histoire pour les oreilles. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre. De chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Élisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, 2 boutons de bottines à la place des yeux et 3 points de laine à la place du nez. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Élisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser, et quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secouât et vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce, tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. « J'en ai assez d'être un jouet ici. » grognait Mishka en se frottant les yeux de ses poings. « Je suis un ours après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire un peu ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. » Et bien que la chambre fût tiède et plaisante, Mishka s'était sauvé en passant par la chatière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il levait haut les pattes, l'une après l'autre, et chaque fois qu'il en posait une, cela faisait dans la neige un petit trou rond. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet le suivait. Ces roitelets, ces farceurs, ça a la queue retroussée et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. Celui-là faisait piou piou dans le dos de Mishka. Et quand Mishka se retournait, vite il se laissait tomber dans un des petits trous ronds que les pattes de Mishka avaient fait dans la neige. Disait Mishka. J'avais bien cru pourtant entendre. Et dans son trou, le roitelet mourait de rire.
Mais tout de même, à la fin du coin de l'œil, Mishka l'aperçut. Lui fit-il au nez en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet, il eut si peur qu'en volant, il en mêlait ses ailes et que ce fut un miracle s'il ne tomba pas. Il se blottit sous un buisson et se tint désormais tranquille. Tra-déré-déra, tra-la-la. Chantait Mishka en continuant sa route. Tra-déré-déra, tra-la-la. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre, où la neige avait fondu, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu sans doute au retour du marché. Mais le pot de miel était fermé et Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. « Tiens, grand bête de peau, Dit-il en lui lançant un coup de pied. Va-t'en où il te plaît. » Et le pot se mit à rouler, et en roulant, il buta contre une pierre, s'ouvrit en deux. Voilà le miel. Faisait Mishka en se régalant. Que la vie est belle dans les bois. Jamais plus je ne serai un jouet, ça non. Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fut bien frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc et s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. 2 oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes, et on les entendait causer. « Can, 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 can. C'est le soir de Noël. Disait l'une. Can, 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 can. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux et réparer les injustices. » Tiens, tiens, je ne savais pas ça. Et puis les oies s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige en cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes, et tout ça était très joli. Et aussi dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre. Et sur le traîneau, il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme Noël puisse cheminer à pied. « Grimpe vite, Dit le renne à Mishka. tu m'aideras. » Oh oh oh, ça c'est amusant. Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté, sage petit joujou, dans la maison d'Élisabeth, est-ce qu'il aurait pu connaître une nuit pareille? De temps en temps, pourtant, il pensait. Et ma bonne action dans tout ça? Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable, à la lisière d'un bois. Mishka fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla. Il n'y avait plus rien. Reine, oh reine, il n'y a plus rien dans ton sac. Oh là 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 là. Gémit le renne. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée? Le renne regarda Mishka de ses beaux yeux profonds.
Alors Michka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne où il faisait si bon se promener tout seul, et haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, 1, 2, 1, 2, pour faire sa bonne action de Noël, il entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes et attendit le matin. Histoire pour les oreilles. Quand Balthazar est né, ce fut la fête pendant 3 jours et 3 nuits. Toute la famille était réunie, les cousins d'Amérique, les oncles de Sibérie et même le grand frère du Brésil. Balthazar était le plus beau des bébés renards. Un pelage épais, roux et soyeux. Très vite, il sut se tenir sur ses pattes et jouait beaucoup avec ses frères et sœurs. Balthazar resta quelques semaines dans le terrier avec sa maman qui lui donnait son lait. Mais quand son papa lui apporta de la viande pour la première fois, il s'aperçut que Balthazar avait un grave problème de santé. Il n'était pas malade, mais il n'avait pas de dents, tout simplement. Non seulement c'était compliqué pour se nourrir, mais en plus, quand il parlait, il zozotait. Et ses frères et sœurs se moquaient de lui. Tu entends comment parle Balthazar? Il zozote. Je m'appelle Balthazar et je suis le plus gentil des renards du village. Vous n'êtes pas gentil de vous moquer de moi. Je veux plus jouer avec vous. Je vais le dire à maman. Et c'était comme ça tous les jours. Balthazar n'avait plus de copains. Il pleurait toute la journée, au point qu'un matin, sa décision était prise. Il quitta le terrier sans rien dire à personne. Il marcha longtemps, gravissant les montagnes, franchissant les rivières. Il se nourrissait de racines, de fruits, de graines. Et quand il s'arrêtait, il pleurait souvent avant de s'endormir. Je suis tout seul. J'aimerais tellement trouver des copains pour jouer avec eux. Un matin, c'était peut-être le 3e ou 4e jour qu'il marchait. Il avait plu toute la nuit. Il entendit un vacarme, aigu et insoutenable. Ça venait de derrière la haie du chemin. Un poulailler, comme dans son village, quand son papa allait chasser. Il s'approcha doucement, et quand les poules aperçurent Balthazar, ce fut l'affolement général. Bonjour les poulettes, je m'appelle Balthazar. Ne vous en faites pas, je suis incapable de vous faire du mal. Je ne peux pas manger de la viande, je n'ai pas de dents. Aussitôt, le calme revint dans le poulailler. Balthazar s'assit et regarda les poules qui picoraient tranquillement. Son regard croisa celui d'une petite poule rousse, couchée à l'écart des autres, immobile. Elle avait l'air très triste. Il s'approcha d'elle, tout doucement. « Bonjour, je m'appelle Balthazar. Et toi ?»« Moi, je m'appelle Paulette. »« Mais pourquoi tu pleures, Paulette ? Je peux t'aider si tu veux. » Paulette ouvrit le bec et laissa apparaître 2 magnifiques rangées de dents, étincelantes et pointues. « Je suis née avec ça, et tout le monde se moque de moi. Une poule avec des dents, ça n'existe pas. Et pourtant, j'existe, moi. Je suis toute seule. Je n'intéresse plus personne. »« Ça tombe bien, » répondit Balthazar. « Moi, je suis né sans dents. Je sais ce que c'est que l'exclusion. Ce serait tellement bien si on pouvait faire l'essence. »« D'accord, » répondit la poule. j'ai une solution. Mais il faut d'abord que tu me promettes quelque chose. Tout ce que tu veux, Paulette, tout ce que tu veux, je te promets, tout. Promets-moi que quand tu auras des dents, tu ne croqueras plus jamais de poule. Je te le promets, Paulette, je te le promets. J'en mangerai plus jamais.
Paulette avait un ami dentiste. Ce fut très facile pour lui de prendre délicatement les dents de la poulette et de les fixer solidement dans les mâchoires de Balthazar. À la porte du poulailler, Paulette prit Balthazar dans ses bras. « Tu m'as sauvé, petit renard. Toi aussi, petite poulette, je ne t'oublierai jamais. » En disant ça, Balthazar se rendit compte qu'il ne zozotait plus. Il regarda Paulette tendrement. Toutes ses copines étaient là pour lui souhaiter la bienvenue, avec un grand bol plein de vers de terre. Paulette se régalait à nouveau et avait retrouvé la joie de vivre. Plus jamais elle ne serait exclue de sa famille, grâce à Balthazar. Le petit renard écrasa une larme, lui fit un petit signe de la main et repartit vers son pays. Ce fut aussi la fête pour son retour. Il recommença à jouer et à chasser avec ses frères. Plus jamais on ne se moqua de lui. Mais quand il s'approchait d'un poulailler, il repensait à Paulette, à qui il avait fait une promesse, et faisait demi-tour. Ça lui était bien égal, il connaissait un coin où il y avait des souris, et à elle, il n'avait rien promis. Histoire pour les oreilles. Il était une fois une girafe qui s'appelait Sophie. C'était il y a très très longtemps, avant que tu sois né, avant que tes grands-parents soient nés, avant même que les grands-parents de tes grands-parents soient nés. À cette époque, les girafes n'avaient pas un long cou comme aujourd'hui. Elles avaient juste un petit cou de rien du tout, comme les zèbres ou les antilopes. Sophie était la plus jeune des girafes de la famille. Elle vivait avec sa maman girafe, son papa girafe et ses 5 frères et sœurs. Elle était parfois maladroite du fait de son jeune âge, et bien souvent ses frères et sœurs se moquaient d'elle. Alors parfois elle se vexait, mais bien souvent elle se rappelait les paroles de son papa girafe. « Laisse donc couler, ces mots-là ne te concernent pas. » La famille de Sophie se déplaçait au fil des saisons et se nourrissait des feuilles des petits arbustes qu'elle trouvait en abondance. Mais un jour, il y eut une grande sécheresse. Plusieurs incendies ravagèrent la savane et la nourriture vint à manquer. La maman girafe, le papa girafe, Sophie et ses 5 frères et sœurs, tous maigrissaient à vue d'œil à force de ne pas manger à leur faim. Une nuit, Sophie n'arrivait pas à dormir. Elle entendit la maman girafe pleurer auprès de papa girafe. « Si ça continue, nous allons tous mourir de faim avant que l'herbe n'ait eu le temps de repousser. » Ces mots glacèrent le cœur de Sophie. Non, elle ne laisserait pas sa famille mourir de faim. Et peu importe qu'elle soit la plus petite, la plus maladroite, la moins habile, elle allait trouver une solution. Le lendemain, elle alla se promener un peu à l'écart de ses frères et sœurs afin d'avoir l'esprit au clair. Bien vite, elle se désespéra. Elle n'avait pas le début de la queue d'une idée. Et au-dessus d'elle, les feuilles des arbres tout en haut semblaient la narguer. Si seulement je pouvais les atteindre. Et de rage de se sentir tellement impuissante, elle poussa fort sur son cou. Et sloup ! À son grand étonnement, il s'allongea. Elle crut que son esprit lui jouait des tours, mais essaya à nouveau de pousser sur son cou. Et sloup ! Il s'allongea à nouveau. Elle en était sûre à présent. Son cou s'allongeait sitôt qu'elle poussait. Elle était encore loin d'atteindre les feuilles des arbres, mais elle s'en rapprochait de plus en plus. Elle poussa encore, et sloup ! Elle n'était plus qu'à 2 doigts. Encore une fois, et sloup ! Elle arriva jusqu'aux feuilles des arbres
et n'en fit qu'une bouchée. Dès qu'elle eut fini, elle courut vite rejoindre sa famille. Elle dut plusieurs fois ralentir le pas. Son cou, long maintenant de plus de 2 mètres, la déséquilibrait et risquait de la faire tomber. Mais elle avait tellement hâte qu'aussitôt elle reprenait sa course, toute dégingandée. Lorsqu'elle arriva auprès de sa famille, tout le monde fut tellement stupéfait que personne n'osa rien dire. Encore essoufflée, Sophie raconta toute l'histoire. Chacun essaya ensuite de faire de même. Ils poussèrent bien fort sur leur cou et au bout de quelques instants, sloup, 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 les coups se rallongeaient. Et sloup, 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 ils purent atteindre les feuilles des arbres et étancher leur faim. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre dans toute la savane et partout, à l'est, à l'ouest, sloup, 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 les girafes se retrouvaient avec des coups immenses et ainsi l'espèce put survivre à la terrible famine qui la guettait. Depuis ce jour, les girafes ont un très long cou qui s'étire dans les airs et grâce auquel elles touchent les cimes des arbres. Peu à peu, on oublia les petits coups de rien du tout des girafes d'antan. On fit comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais d'autres dangers les guettaient, les lions, les crocodiles, et ce climat de plus en plus aride qui rendait l'eau si rare et les arbres si fragiles. Mais le soir venu, au milieu des herbes sauvages et sous les 1000 milliers d'étoiles, les animaux de la savane se retrouvent et le vieux singe raconte alors l'histoire de Sophie la girafe qui, bien qu'étant la plus jeune et la plus maladroite, sauva à elle seule toutes les girafes de la savane. Histoire pour les oreilles. Il était une fois dans la grande Afrique un petit garçon qui se promenait. Il s'appelait Zoyo. En marchant, il se tenait à 2 mains son petit ventre rond parce qu'il avait très mal. Il avait mangé beaucoup trop de cacahuètes. Se promener ici dans cette grande Afrique, ce n'est pas tout à fait comme par ici. Il n'y a pas de jolis parcs avec des pelouses et des statues, pas même des petits sentiers courant dans les bois. Non, là, tout autour du village, c'est la brousse avec ses herbes coupantes et ses épines, ou bien la forêt avec ses lianes et ses marécages. Et tout ça, naturellement, pleine de bêtes plus féroces les unes que les autres. Zoyo trottinait tranquillement, tenant à 2 mains son petit bedon sans faire attention à rien. Et il se retrouva au milieu de la brousse. D'abord, ça se passa très bien. Il y avait une piste entre les herbes, on pouvait donc trotter sans encombre, tous les serpents dormaient au frais et toutes les bêtes étaient cachées. Tout à coup, voilà qu'on entendit par derrière un grand bruit. Zoyo se retourna et fit la grimace. Entre lui et le village, il y avait maintenant tout un troupeau de buffles. Les buffles, c'est très gentil quand ça mange l'herbe tranquillement. Mais que la moindre chose les mette en colère, ça vous arrive dessus aussi vite qu'un train rapide et ça vous écrase tout net. Il n'était donc plus question de revenir droit au village. Zoyo lâcha son ventre et se gratta la tête. Devant lui s'ouvraient 3 chemins. Le premier menait à la rivière. Si je traverse la rivière, le crocodile me mangera. Le second menait à la forêt. Si j'entre dans la forêt, les singes me casseront la tête à coups de noix de coco. Et le troisième menait à la montagne. Si je grimpe sur la montagne, le lion qui rôde me mangera. Mais le troupeau de buffles se rapprochait. Zoyo commençait à avoir très peur. Mais soudain, une voix cria « Si !» C'était l'oiseau moqueur perché sur un buisson. Mais pourquoi tu dis ça ?
cria Zoyo en se retournant, fâché. Pour dire comme toi. Dit l'oiseau moqueur en se dandinant. Si. Oh, et puis zut! Et il partit tout droit sur le chemin de la rivière et naturellement, le crocodile était là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? S'il vous plaît, je voudrais passer la rivière. Tu passeras la rivière si tu m'apportes à manger un petit singe de la forêt. Zoyo revint donc en arrière. Et arrivé à l'endroit où les chemins se croisent, il commençait vraiment à avoir peur. Si tu passes à travers les herbes, le serpent rouge te piquera. Oh, zut, tu m'embêtes, oiseau moqueur. Et il partit tout droit sur le chemin de la forêt. Naturellement, les singes étaient là. C'étaient des babouins avec un museau pointu et toute une crinière grise sur la tête. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Demanda le grand-père babouin. S'il vous plaît, je voudrais un singe pour le donner à manger au crocodile. Nous te donnerons un singe si tu nous apportes la queue du lion de la montagne. Et Zoyo repart à l'endroit où les chemins se croisaient. Et il avait de plus en plus peur. Si, Cria l'oiseau moqueur. Si tu sautes de roche en roche, le vautour te crèvera les yeux. Si. Oh, et puis zut! Et Zoyo partit tout droit sur le chemin de la montagne. Mais en route, par précaution, il cueillit un gros fagot d'épines qu'il façonna en boule et ramassa une pierre coupante. Et naturellement, le lion était là. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? S'il vous plaît, je voudrais couper la queue du lion pour la donner au singe. Couper la queue du lion? Ça, par exemple. Et furieux, le lion se jeta sur Zoyo. Mais juste comme il allait l'atteindre, Zoyo lui lança dans les pattes la boule d'épines et les 4 pattes du lion s'empêtrèrent dedans. Alors, zip! Zoyo coupa la queue du lion avec sa pierre coupante et revint à l'endroit où les chemins se croisaient. Hé, psst, Cria l'oiseau moqueur. Tiens, tu ne dis plus si, maintenant? Pas la peine. Regarde, pendant que tu te débattais bravement de tous les côtés au lieu de rester ici à trembler comme une feuille, les buffles sont partis. Le chemin est libre. Sauve-toi vite. Zoyo ne se le fit pas dire 2 fois. Il dévala le sentier à toute allure vers son village. « Oh oh oh! Oh oh oh! Regardez !» crièrent les hommes du village. « Zoyo a coupé la queue du lion. Oh oh oh! Zoyo est un brave. Zoyo sera un grand chef. C'est un grand guerrier. Oh oh oh! Zoyo mettra la queue du lion sous son casque de guerre. » Mais Zoyo ne les écouta pas. Il était tellement content d'avoir retrouvé sa maman, il préféra retourner jouer dans la cour de sa maison. Et sa maman, elle prit la queue du lion pour chasser les mouches, tout simplement.